Je cherche un foyer pour moi. Je n'ai pas de famille. Je peux aider aux tâches ménagères. C'est ce qu'ils ont écrit sous ma photo. Je l'ai vu parce que Monique, ma voisine, a sonné à ma porte à 23 heures, en pleurs. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la honte, parce qu'elle savait qui avait écrit ça et moi aussi je le savais. Cette nuit-là, pendant qu'il dînait tranquillement, je suis descendu avec ma valise et j'ai dit « Serge m'a invité à sa maison de campagne. Je vais passer quelques jours là-bas. » Philippe a souri. Laurent a hoché la tête et je suis sorti de cette maison en sachant exactement ce que j'allais faire. Si cette histoire te serre le cœur, abonne-toi à la chaîne. Chaque jour, je partage des histoires comme la mienne, comme celle de ton père ou de ton grand-père. Dis-nous d'où tu nous regardes. Je m'appelle Marcel Lefebvre, j'ai 76 ans, je suis infirmier retraité. J'ai travaillé toute ma vie aux hospices civils de Lyon. Je suis veuve depuis des années, et il y a 4 jours, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé en deux. Mes propres fils voulaient que je disparaisse, pas seulement de la maison, de leur vie complètement. Tu sais ce qu'on ressent quand on entre dans une pièce et que tout le monde se tait brusquement? Quand tu ouvres la porte du salon et que tes fils coupent leur conversation comme si tu les avais surpris en train de voler. Quand ta propre maison, celle que tu as payée pierre par pierre pendant 20 ans, commence à ressembler à un hôtel de bord de route, où tu es de trop, où tu gênes, où ta présence est un fardeau que tout le monde supporte, mais que personne ne veut près de soi. Madeleine est morte il y a 8 ans, et elle a emporté la moitié de mon âme avec elle dans son cercueil. Une vieille Renault Clio, un feu rouge qu'ils ont grillé, un salopard qui s'est enfui sans porter secours, 2 mois de coma et puis plus rien. Ce silence éternel, les machines qui bipaient, et moi là, tenant sa main glacée, la suppliant de revenir. Mais elle n'est pas revenue. Quand elle est partie, j'ai cru que j'allais mourir avec elle, que mon cœur allait s'arrêter de tant de douleur, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai continué à respirer, j'ai continué à me lever du lit parce que j'avais mes garçons. Philippe, 48 ans, comptable, toujours en costume cravate, vivait dans la course. Laurent, 44 ans, architecte, plus silencieux, plus doux. J'ai élevé ces deux-là, je leur ai donné le bain quand ils étaient hauts comme 3 pommes. Je les ai emmenés chez le médecin quand la fièvre montait, j'ai payé leurs études en faisant des gardes doubles, des nuits blanches qui me laissèrent le dos en miettes. Et ils m'ont promis, ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont promis que quand je serai vieux, je ne serai pas seul, qu'ils prendraient soin de moi. Mensonge. Que du vent. Il y a 4 nuits, quelque chose s'est brisé ici, à l'intérieur de moi. Et ce n'était pas d'un coup, c'était doucement, comme quand un mur se fissure, et qu'au début ce n'est qu'une petite ligne que presque personne ne voit, mais ensuite ça s'ouvre, jusqu'à ce que le mur entier s'effondre. Je ne sais pas bien t'expliquer. C'est comme recevoir un coup de poing dans l'estomac et l'air n'entre plus. Tu restes là, bouche ouverte, essayant de reprendre ton souffle, et tu n'y arrives pas. Le diaphragme se bloque. C'est comme ça que je me suis senti quand la sonnette a retenti à 23 heures. J'étais couché dans ma chambre au fond, lumière éteinte, regardant le plafond, comptant les taches d'humidité. J'entendais les rires dans la salle à manger. Mes fils, Nathalie, ma belle-fille, dînant sans moi encore une fois. Ils ne m'avaient pas appelé, ils n'avaient même pas frappé à la porte pour me dire que le repas était prêt. La sonnette a insisté 1 fois, 2, 3, 4 fois. Personne ne répondait. Je me suis levé, j'ai mis mes pantoufles, mes genoux ont craqué. La nuit, tout fait mal. J'ai descendu l'escalier doucement, en me tenant fermement à la rampe. J'ai ouvert la porte, et le vent froid de la nuit m'a frappé le visage. Elle était là, Monique, ma voisine du 402 de l'immeuble où j'ai habité 40 ans avant de venir ici. 68 ans, veuve, une femme en or. Elle a toujours été très proche de Madeleine, mais maintenant elle était là, debout devant ma porte, tremblant comme une feuille, les yeux rouges, le maquillage tout barbouillé, le mascara noir coulant sur ses joues, le masque en tissu pendant à son cou. Elle avait les mains serrées contre sa poitrine. « Monsieur Marcel », elle a dit, et sa voix s'est brisée comme du verre qui tombe par terre. « Monique, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, ma fille ?» J'ai tenu son bras, pensant qu'il s'était passé un malheur, un accident, un cambriolage, je ne sais pas. Elle a secoué la tête vite, nerveuse. Elle a sorti son téléphone de la poche de son manteau, la main tremblante.
Je dois vous montrer quelque chose. Pardonnez-moi, monsieur Marcel. Que Dieu me pardonne. Mais vous devez voir. Je ne pouvais pas vous laisser sans savoir. Elle m'a tendu le téléphone. L'écran avait une fissure dans le coin en haut, et là, sur cet écran cassé, c'était moi. Ma photo, celle qu'on a prise à l'anniversaire de Maxime, mon petit-fils, il y a 3 mois. Barbecue dans le jardin. Moi souriant avec ma chemise bleu ciel que Madeleine m'avait achetée 2 semaines avant l'accident. Cette chemise qui a encore l'odeur de son parfum quand je la sors de l'armoire. Moi avec le bras sur l'épaule de Philippe. Les deux regardant la caméra heureux, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Et sous la photo, des lettres noires sur fond blanc, on aurait dit un avis de décès. Je cherche un foyer pour moi. Je n'ai pas de famille. Je peux aider aux tâches ménagères. Urgent. Je lisais ça et les mots n'entraient pas. Je relisais encore et encore, mais ça n'arrivait pas au cerveau. Tu sais quand tu lis un truc dans une autre langue, et tu sais que ce sont des lettres, mais tu ne comprends rien? Je cherche un foyer pour moi. Je n'ai pas de famille. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les murs semblaient me tomber dessus. Monsieur Marcel, Monique a appelé de nouveau avec la voix étranglée, mais je n'arrivais pas à parler. La gorge s'est fermée comme si on m'étranglait, le cœur martelant mes côtes. Boum, boum, boum. Si fort que j'ai cru que ma poitrine allait exploser. J'ai touché l'écran du doigt. Ma main tremblait plus qu'une feuille au vent. La publication était dans un groupe Facebook, Entraide Villeurbanne. 4800 membres, des gens du quartier, des voisins, des connaissances, des inconnus. Date de publication. 4 jours plus tôt. 4 jours. 96 heures que cette photo de moi circulait partout avec des inconnus me regardant, commentant, riant de ma tête. J'ai fait défiler l'écran avec le doigt. J'ai vu le profil de celui qui avait publié, et c'était là. Philippe Lefebvre, mon fils aîné, il n'avait pas utilisé de faux profil. Il ne s'était pas caché, il avait mis son nom complet, son visage sur la photo de profil. Cette photo de lui en costume lors d'une conférence, souriant tout professionnel, comme s'il s'en fichait que je le découvre, ou comme s'il pensait que je n'allais jamais le savoir, comme si j'étais tellement bête, tellement gâteux, tellement invisible, que jamais personne n'allait me prévenir. J'ai continué à descendre. Commentaire. M'amdr que c'est triste, pauvre vieux mec. Ton père. C'est dingue. PTDR. Oh, quelle tristesse, mon Dieu. Des émojis, des visages qui pleurent, mélangés avec des visages qui rient. 67 partages, 214 réactions. J'ai rendu le téléphone à Monique. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient calmes, mortes, glacées. Elle m'a serré fort dans ses bras, là, au portail, sous la lumière jaune du réverbère de la rue, et j'ai senti ses larmes mouiller mon épaule, chaude, trempant ma chemise. Monsieur Marcel, pardonnez-moi, je ne savais pas si je devais vous le dire. J'ai hésité 2 jours, mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Je ne pouvais pas vous laisser sans savoir que votre propre fils a fait cette saleté. Sa voix était un sanglot. Moi seul, je ne pleurais pas, je n'y arrivais pas. J'avais un nœud dans la gorge de la taille d'un poing fermé. « Merci, Monique », j'ai dit. Ma voix est sortie étrange, creuse. On aurait dit qu'elle venait du fond d'un puits. Merci. C'est la seule chose que j'ai réussi à dire. Elle est partie, marchant doucement sur le trottoir sombre, s'essuyant le visage avec les mains. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. J'ai fermé le portail doucement. J'ai verrouillé avec 2 tours de clé. Je suis resté là, debout dans le couloir sombre, adossé à la porte, écoutant. De la salle à manger venaient des voix. Philippe racontait quelque chose. Nathalie riait. Le bruit des fourchettes contre les assiettes, la télévision allumée en fond, la vie normale, comme si rien ne s'était passé. J'ai monté l'escalier en me traînant. Je suis entré dans ma chambre. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assis au bord du lit et le matelas a grincé. Je suis resté là 1 heure entière, peut-être 2, sans bouger, les mains sur les genoux, respirant profondément. 1, 2, 3. Expire, essayant de ne pas lâcher un cri, parce que je voulais crier. Je voulais descendre l'escalier en courant, ouvrir la porte du salon d'un coup de pied, attraper Philippe par le col et hurler dans sa face. « Comment as-tu eu le courage de me faire ça ?»
Je voulais lui jeter le téléphone dessus, lui montrer la publication, lui demander s'il savait le poids d'écrire « Je n'ai pas de famille » sur la photo de son propre père, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose de froid et de nouveau que je ne savais même pas que j'avais, m'a dit d'attendre, de ne pas crier, de réfléchir, d'utiliser ma tête, parce que cette maison était à moi. Je l'avais achetée en 1982, avec un crédit du Crédit Agricole que j'avais fini de rembourser à 64 ans, un mois avant de prendre ma retraite. Chaque mur, chaque tuile, chaque carreau du jardin, tout était à mon nom sur l'acte de propriété, et il voulait me la prendre. Cette maison qui maintenant ressemblait à un tombeau plein de chuchotements, avant elle explosait de bruit. Avant, quand Madeleine était vivante, il y avait de la musique dans la cuisine, la radio allumée toute la journée, de la chanson française, les infos, l'odeur des lentilles avec l'ail qui rissolait, l'odeur du gâteau au yaourt, l'odeur de la quiche sortant du four, les cris des garçons jouant au ballon dans le jardin, les portes qui claquaient, les rires, les disputes pour des bêtises. Cette maison avait de la vie, elle avait une âme. Maintenant c'était juste le silence, des portes qui se fermaient quand je passais dans le couloir, des conversations qui mouraient en plein milieu quand j'entrais dans le salon. Philippe et Laurent parlaient bas, en se regardant toujours de cette façon complice, qui te dit qu'ils gardent un secret que tu ne peux pas connaître. Et moi, comme un idiot, comme un vieux bonhomme naïf, je pensais que c'était dans ma tête, que j'étais sensible, que Madeleine me manquait trop, que je devenais paranoïaque, mais ce n'était pas dans ma tête, ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas de la sensibilité. Il tramait quelque chose. Depuis des mois, il tramait quelque chose, et je venais de découvrir quoi. Cette nuit-là, assis sur ce lit, dans cette chambre sombre regardant la photo de Madeleine sur la table de chevet, j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas rester tranquille comme un mouton qui va à l'abattoir. Je n'allais pas finir dans une maison de retraite oubliée, parce que pour mes fils c'était gênant de m'avoir à la maison. Je n'allais pas être ce vieux abandonné que tout le monde regarde avec pitié aux enterrements. Le pauvre, ses fils l'ont laissé tomber tout seul. Non, mais je n'allais pas non plus leur crier dessus. Je n'allais pas supplier, je n'allais pas pleurer. Parce que si je faisais ça, ils allaient dire que j'étais fou, que j'étais gâteux, que je ne comprenais rien aux choses, et après ils allaient m'interner et jeter la clé. Non, j'allais être malin, j'allais attendre le bon moment et en attendant, j'allais agir comme si je ne savais rien, comme si je n'avais pas vu cette publication, comme si j'étais encore le papa naïf, le vieux bêta qui croyait à la parole de ses fils. Parce que j'avais besoin de temps, du temps pour réfléchir, du temps pour parler à Serge, du temps pour rassembler des preuves, du temps pour monter un plan parfait. À 10 heures du matin, le lendemain, j'ai descendu l'escalier avec ma vieille valise, celle en cuir marron avec les boucles usées que j'utilisais pour voyager quand Madeleine était vivante. Elle a nos initiales gravées dessus, ML et ML. Philippe était assis à la table du salon. Il prenait son café, lisant le journal ouvert. Laurent étalait du fromage frais sur sa tartine avec le téléphone dans l'autre main. Nathalie préparait le sac à dos de Maxime pour l'école dans la cuisine. Personne ne m'a regardé quand je suis entré, comme si j'étais un fantôme. Je me suis raclé la gorge fort. Je vais passer quelques jours dehors. Philippe a levé les yeux du journal, surpris. « Où ça, papa ?» J'ai soutenu son regard tranquille, serein. Serge m'a invité à sa maison de campagne dans la Drôme pour me reposer un peu. J'ai besoin d'air pur. Laurent a laissé sa tartine dans l'assiette. « D'accord, papa, ça te fera du bien. Quand est-ce que tu rentres ? Je ne sais pas. Une semaine peut-être. » Philippe a souri, un sourire qui m'a dégoûté, un sourire de soulagement. Enfin, il va se casser. Repose-toi bien, papa. N'oublie pas tes médicaments. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'argent. Personne ne m'a accompagné jusqu'à la porte. Personne ne m'a aidé avec la valise, rien. Et quand je suis descendu avec la valise, ils n'ont même pas demandé ce que j'emportais là-dedans. Philippe est né un mardi d'avril. Il tombait une pluie averse. Les rues s'étaient transformées en rivières. Madeleine serrait ma main dans le taxi, enfonçant ses ongles dans mon poignet, gémissant doucement. « C'est presque l'heure, mon amour. Plus très longtemps.
Je l'embrassai sur le front, j'écartai ses cheveux mouillés de sueur de son visage. On est arrivé à la maternité à 3 heures du matin. Je travaillais là, j'étais de la maison, je connaissais chaque couloir. Je l'ai emmené en courant à l'obstétrique, et 5 heures plus tard, quand on m'a laissé entrer et que j'ai vu ce bébé rouge tout fripé, pleurant avec les poings serrés, quelque chose a explosé dans ma poitrine. « C'est ton fils », a dit la sage-femme. Je l'ai tenu contre ma poitrine, sentant son petit cœur battre contre le mien, et j'ai murmuré à son oreille « Tu ne manqueras jamais de rien, mon fils, je te le jure. » Laurent est arrivé 4 ans plus tard, en janvier, avec une chaleur à crever. Madeleine a eu des complications à l'accouchement. Il a fallu utiliser les forceps, elle a fait une hémorragie. On m'a fait sortir de la salle. Je suis resté dans le couloir, assis sur ces chaises en plastique verte, priant tous les saints parce que je n'ai jamais été très croyant. Mais à cette heure-là, j'ai parlé à Dieu, à la Vierge Marie, à qui voulait bien m'entendre. S'il vous plaît, qu'ils aillent bien. S'il vous plaît. Quand la porte s'est ouverte, une infirmière m'a dit « C'est un garçon, ils vont bien tous les deux ». Je suis entré en tremblant. Madeleine était pâle, épuisée, mais elle souriait. Et Laurent. Laurent était tellement petit qu'il tenait dans la paume de ma main. Je l'ai mis sur ma poitrine, peau contre peau, et j'ai senti sa respiration chaude dans mon cou. « Maintenant la famille est complète », a dit Madeleine, et j'ai hoché la tête en pleurant comme un enfant. Je faisais des gardes de 12 heures qui souvent devenaient 18. Hôpital public, urgence. Il arrivait des gens de toutes sortes, accidentés, bagarres au couteau, femmes qui accouchaient, gens qui faisaient un infarctus. Je courais d'un brancard à l'autre, posant des perfusions, prenant la tension, nettoyant des plaies. Je rentrais à la maison avec le dos cassé, les pieds gonflés dans ces chaussures blanches d'hôpital qui laissaient des marques, avec cette odeur d'antiseptique collée à la peau. J'ouvrais la porte de notre petit appartement de 2 pièces et j'entendais « Papa ». Les deux arrivaient en courant. Philippe, avec ses 6 ans, s'accrochait à mes jambes. Laurent, plus petit, levait ses petits bras pour que je le prenne dans mes bras. Je les portais tous les deux, un dans chaque bras, et même s'il pesait lourd et que j'avais mal au dos, je m'en fichais, parce que c'était ça ma vie, c'était ça qui en valait la peine. Madeleine cousait à la table du salon. Elle brodait des serviettes, des nappes, des taies d'oreiller pour vendre au marché du quartier, la radio toujours allumée sur France Inter, passant de la chanson française. Elle chantait doucement, en passant l'aiguille. Je la regardais du coin de l'œil pendant qu'on dînait des pâtes à la bolognaise, de la polenta, de la soupe aux lentilles, toujours des plats qui faisaient plusieurs repas. « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ?» Elle disait sans lever les yeux, mais en souriant. « Toi ? Ah, arrête !» Mais elle devenait toute rouge, les garçons riaient. Philippe disait « Papa est amoureux » et je lui ébouriffais les cheveux. « C'est vrai, mon fils, et je ne regrette pas une miette. » Madeleine me lançait une serviette roulée en boule, en riant. C'était ça ma maison, c'était ça mon monde. Peu d'argent, beaucoup d'amour, ou c'est ce que je croyais. Les dimanches étaient sacrés. Bernard, mon collègue de l'hôpital, venait avec sa femme Rosalie et leurs 3 enfants. J'allumais le feu dans le barbecue en briques du jardin, ces briques que j'avais récupérées sur un chantier abandonné et que j'avais montées de mes propres mains. Bernard apportait le charbon, je mettais la viande. On s'asseyait sur ces vieilles chaises de camping avec une bière à la main, regardant les gamins jouer au foot avec un ballon dégonflé. « Tu as vu que Philippe est premier de sa classe en maths ?» Je disais tout fier. « Te voilà encore, Marcel, arrête avec ça. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher. C'étaient mes fils, mes docteurs, parce qu'ils allaient faire des études, même si je devais me tuer au travail jusqu'au dernier jour. C'était ça le plan, c'était ça le rêve. Un soir, Philippe avait 15 ans. Laurent 11, on était assis tous les 4 à cette table en bois que j'avais trouvée dans la rue et que j'avais retapée, que j'avais poncée jusqu'à avoir les mains en sang, que j'avais vernie jusqu'à ce qu'elle brille. On mangeait du steak haché avec de la purée. Philippe, toujours le plus direct, a posé sa fourchette dans l'assiette et m'a regardé sérieusement. « Papa, pourquoi tu travailles autant ?» Madeleine l'a regardé avec cet air de « ne pose pas cette question », mais j'ai levé la main. « Parce que je veux que vous fassiez des études, que vous soyez quelqu'un dans la vie, que vous n'ayez pas à trimer autant que moi. » Silence. Philippe a posé sa main sur la mienne. « Vous avez pris soin de nous toute votre vie, papa. Quand vous serez vieux,
C'est nous qui prendrons soin de vous. » Laurent a hoché la tête. Madeleine m'a serré le pied sous la table et je les ai crus. J'ai cru chaque mot. Philippe a eu son diplôme de comptabilité à 24 ans. La remise des diplômes était à la faculté. J'ai mis mon costume gris de mariage avec la cravate bordeaux que Madeleine m'avait repassé ce matin-là. Elle pleurait assise sur sa chaise avec un mouchoir à la main. Moi aussi je pleurais, sans aucune honte, avec un nœud dans la gorge. Quand ils ont appelé son nom et qu'il est monté sur l'estrade, je me suis levé et j'ai applaudi jusqu'à avoir mal aux mains. Ce diplôme était aussi le mien. C'était celui des nuits sans dormir, des gardes doubles, des fois où je rentrais à la maison et m'endormais assis sur la chaise parce que je n'en pouvais plus. Après la cérémonie, Philippe m'a serré fort dans ses bras. « Merci, mon vieux. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. » Et je lui ai dit « Tu es ma fierté, mon fils, ma fierté. » Tout s'est effondré un jeudi de février. Madeleine était sortie faire des courses au marché. Elle marchait sur l'avenue principale avec ses 2 sacs en toile pleins de légumes, rentrant tranquillement à la maison. Une vieille Renault Clio a grillé le feu rouge à toute vitesse. Elle l'a percuté avec une telle force qu'elle l'a projeté à environ 6 mètres. Le conducteur a freiné, a regardé et a redémarré. Il s'est enfui sans porter secours. Un voisin a appelé l'ambulance. J'étais à l'hôpital quand le téléphone interne a sonné. « Marcel, il y a une femme accidentée ici. Nom de famille Lefebvre. » Mon nom de famille. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru dans les escaliers. 3 étages. Je suis arrivé aux urgences presque sans souffle et elle était là sur le brancard, intubée, le visage gonflé. Des bleus partout, du sang séché dans les cheveux. « Madeleine, mon amour. » J'ai pris sa main. Elle était glacée. Coma artificiel, ils ont dit. Traumatisme crânien grave. Fracture du bassin. Hémorragie interne. Attendre. Mot maudit. Attendre. Les garçons sont arrivés en courant. Philippe avec son costume du travail, Laurent avec les plans d'un projet sous le bras. On s'est serrés dans les bras dans le couloir, tous les 3 en pleurs, sans comprendre comment ça avait pu arriver. Pendant 2 mois, j'y suis allé tous les jours. Je lui parlais, je lui racontais des choses, je lui chantais les chansons qu'elle aimait. Laurent lui lisait le journal. Philippe tenait sa main et lui demandait de revenir, mais elle ne revenait pas. Et une nuit d'avril, sans prévenir, son cœur s'est arrêté. La machine s'est mise à biper sans s'arrêter. Je suis entré dans la chambre en courant et il n'y avait plus rien à faire. Elle était partie, ma Madeleine, toute ma vie. La veillée funèbre a eu lieu à la maison. Philippe et Laurent sont restés avec moi toute la nuit. Il y avait des gens qui entraient et sortaient. Ils apportèrent du café, du pain beurré, des embrassades. Bernard est resté assis sur une chaise à côté de moi sans rien dire, juste là pour me tenir compagnie. Je regardais ce cercueil en bois et je n'arrivais pas à croire qu'elle était là-dedans. La femme qui préparait mon thermos de café pour la garde de nuit, celle qui se disputait avec moi quand je rentrais tard, celle qui me chantait à l'oreille quand je n'arrivais pas à dormir. Les garçons pleuraient. Je les serrais dans mes bras et je me disais qu'au moins je n'étais pas seul, que j'avais Philippe et Laurent, qu'ils allaient être là, que je n'allais pas finir comme ces petits vieux qu'on voit dans les maisons de retraite, oubliés, attendant une visite qui n'arrive jamais. J'avais une famille, j'allais m'en sortir. La première année sans elle a été un brouillard total. Je me levais parce que le corps se levait, pas parce que je le voulais. J'allais à l'hôpital. Je travaillais en pilote automatique, je rentrais. Parfois je ne mangeais même pas, mais Philippe et Laurent venaient de me voir tout le temps. Ils m'emmenaient manger dehors, chez eux. Ils restaient avec moi les dimanches. Laurent faisait des pâtes, Philippe apportait une bouteille de vin et je m'accrochais à ces moments comme un naufragé à une planche au milieu de la mer. Quand j'ai pris ma retraite, Philippe m'a invité à vivre chez lui. « Papa, ne reste pas là-bas tout seul. Viens vivre avec nous. Tu seras mieux accompagné. » Et j'ai accepté. J'ai fermé cette maison, j'ai tout rangé dans des cartons et j'y suis allé. Et je me suis dit, j'ai une famille. Je ne vais pas mourir seul. Je ne vais pas finir abandonné comme ces vieux dont personne ne veut. J'avais mes fils. J'allais m'en sortir. Mensonge. C'était que du mensonge. Le déménagement a eu lieu un samedi de mai. Philippe a tellement insisté que je n'ai pas pu refuser. « Papa, ne reste pas à moisir tout seul dans cette grande maison. Chez nous, tu seras bien. Il y a de la place. Et moi, Bêta,
Je suis tombé dans le panneau. J'ai cru qu'il s'inquiétait vraiment. J'ai fermé l'appartement où j'avais vécu 40 ans, où j'avais élevé mes garçons, où Madeleine s'asseyait à la table du salon pour broder des serviettes à fleurs. En chantant doucement, où il y a encore les marques de taille de Philippe et Laurent tracées au crayon sur le mur de la cuisine à chaque anniversaire. J'ai fourré toute ma vie dans 6 cartons en carton, des vêtements, des portraits jaunis, la vieille radio de Madeleine, le dessus de lit en crochet que ma mère avait fait. Philippe s'est garé avec sa camionnette à 9 heures du matin. Laurent a porté les cartons en silence, regardant par terre, sans croiser mon regard. Quand j'ai fermé la porte pour la dernière fois, que j'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai senti un truc se briser à l'intérieur de moi. Un claquement sec, on aurait dit un os qui casse. « Allez, papa !» Philippe a appelé en regardant sa montre, pressé. Je suis monté dans la voiture. La maison est restée derrière, rapetissant dans le rétroviseur, jusqu'à disparaître au tournant. Et j'ai pensé, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Et j'avais raison. La maison de Philippe était à Tassin-la-Demi-Lune. Pavillon, 3 chambres, un petit jardin bétonné et un barbecue en briques, qui avait l'air neuf, presque pas utilisé. On m'a donné la chambre du fond, la plus petite, sombre à souhait, avec une fenêtre étroite qui donnait pile sur le mur du voisin. Un mur de briques à un empan de la vitre. Pas de plantes, pas de ciel, pas de lumière, juste du mur. Celle-là est tranquille, papa. « Vous allez dormir comme un bébé », a dit Philippe en ouvrant la porte. Il y avait un lit, une place avec un matelas fin, une armoire de chez Ikea qui sentait le neuf, une table de chevet bancale, rien d'autre, pas un cadre au mur, pas un tapis, pas une lampe de chevet. J'ai posé le portrait de Madeleine sur la table de nuit, bien en face pour qu'elle me regarde. J'ai rangé la radio dans l'armoire. J'ai suspendu mes vêtements au cintre en fil de fer qui étaient là. 5 chemises, 3 pantalons, une veste, tout ce que j'avais. Je me suis assis au bord du lit. Et le matelas a grincé fort. J'entendais des voix dans le salon, des rires. Quelqu'un a mis de la musique, de la variété, et moi je suis resté là assis tout seul, dans cette chambre glacée, me sentant comme un poisson hors de l'eau, un intrus, dans une maison qui n'était pas la mienne et qui ne le serait jamais. Nathalie, la femme de Philippe, avait 45 ans, les cheveux blonds platine avec les racines foncées qui ressortaient, des faux ongles rouges, de ses longs. Elle m'a accueilli pleine de manières la première semaine. Sourire forcé, voix polie mais froide. « Monsieur Marcel, voilà votre serviette. Une serviette bleue, vieille, tachée de javel. Voilà le savon. Un savon blanc quelconque. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. » Elle me vouvoyait tout le temps. On aurait dit que j'étais à l'hôtel. On aurait dit que j'étais un étranger et je crois que je l'étais vraiment. Cuisiner, elle cuisinait bien, ça je ne peux pas le nier. Elle faisait du poulet rôti aux pommes de terre, des gratins dauphinois bien crémeux, du hachis parmentier avec le fromage gratiné, mais jamais, pas une seule fois, elle ne m'a demandé si je voulais aider. « Non, monsieur Marcel, restez tranquille, je m'en sors. » Je restais assis à la table du salon, les mains sur les genoux, à la regarder s'affairer dans la cuisine, avec ses talons hauts qui faisaient toc-toc sur le carrelage, sentant que je gênais, que j'étais de trop, que j'occupais de la place dans une maison où personne ne voulait vraiment de moi. Maxime, mon petit-fils, fils de Philippe, avait 16 ans, grand, maigre, comme un fil de fer. Il vivait avec ses écouteurs, ces blancs sans fil qui ne tombent jamais, quoi qu'il arrive. Il écoutait de la musique tellement fort que je l'entendais quand je passais devant la porte de sa chambre. Du rap, de la trappe, je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça. Pour moi, c'était du bruit, des basses sèches, des voix de robots. Je ne comprenais ni les paroles, ni la mélodie. Les premiers jours, j'ai essayé d'engager la conversation. « Alors, Maxime, comment ça va à l'école ?» je demandais en souriant. Il levait les yeux de son téléphone, retirait un écouteur, le laissant pendre, marmonnait un « ça va ?» sans enthousiasme et retournait à son écran. C'est tout. Il ne me regardait pas dans les yeux, il ne riait pas, il ne demandait rien de ma vie. On aurait dit que j'étais un meuble de la maison, un vase invisible. Laurent habitait là aussi, dans la chambre du milieu. Il s'était séparé de sa femme depuis 1 an. Philippe me l'avait dit. Laurent n'a plus de toit, alors il va rester ici un moment avec nous.
un moment qui durait déjà 1 an. Il dormait dans une petite pièce sans fenêtre qui avant servait de débarras. Il était calme, beaucoup plus calme qu'avant, presque muet. Parfois on se croisait dans la salle de bain le matin. « Bonjour papa », il disait sans me regarder en se brossant les dents. « Bonjour fiston ». Et le sujet était clos, un silence épais, pesant. Les premiers dimanches ont été bien, où j'ai voulu croire qu'ils l'étaient. J'ai pensé qu'on allait retrouver quelque chose. On faisait un barbecue tous les trois, Philippe, Laurent et moi, comme avant, quand ils étaient gamins et que je leur apprenais à allumer le feu. Je froissais du journal, je faisais la petite maison de charbon, je craquais l'allumette, j'attendais que la braise soit au point, grise dessus et rouge dessous. Je mettais la saucisse, puis la viande. Philippe apportait la bière en canette glacée à point. Il m'en proposait une. Laurent coupait la baguette en grosses tranches. Maxime jouait sur son téléphone assis sur une chaise en plastique, sans lever la tête. Nathalie mettait la table à l'intérieur, avec une nappe en papier et des serviettes. Et je me disais, je voulais y croire. Peut-être que ça va marcher ici. Peut-être que je vais avoir de la compagnie. Peut-être que ça valait le coup de venir. On mangeait ensemble. On disait des bêtises sur le foot, si l'OL allait gagner sur la chaleur qu'il faisait. Laurent demandait si je dormais bien. Philippe se moquait en disant que je ronflais fort, en riant. Je riais aussi. Pendant un moment, pendant un dimanche, je me suis senti chez moi. Mais c'était du mensonge, que du mensonge. J'essayais d'être utile parce que je ne voulais pas être un poids mort. Je ne voulais pas être le vieux qui ne fait rien et qui mange gratis. Je faisais un pot-au-feu le mercredi, comme Madeleine l'a fait pendant 30 ans, avec le bœuf qui mijotait depuis la veille, les poireaux, les carottes, les navets, le chou coupé fin, les pommes de terre. L'odeur envahissait la maison, cette bonne odeur forte, de vraie cuisine. Je passais des heures au bord de la cuisinière, remuant la marmite à feu doux, goûtant avec la cuillère en bois, ajustant le sel, le poivre, les herbes. Je faisais aussi des quiches. Je préparais la pâte à la main, je disposais les lardons et la crème comme ma mère me l'avait appris il y a 60 ans, avec soin. Je les faisais cuire au four. Je les laissais refroidir sur le papier absorbant. Quand ça sortait doré, croustillant et craquant, je les apportais à table tout fier. J'ai fait une quiche. Philippe en mordait une part, mâchait, avalait. « C'est bon, papa. » Mais la façon dont il le disait ne semblait pas sincère. Ça semblait automatique, forcé. Quelque chose dans sa tête, dans la façon dont il regardait l'assiette et pas moi, ça me disait autre chose, et je ne savais pas quoi, mais je le sentais. Un dimanche, pendant que je faisais de la pâte à tarte dans la cuisine, les mains pleines de farine en train de pétrir, Philippe est entré, il n'a pas demandé la permission, il n'a pas dit bonjour. Il a rempli un verre d'eau au robinet du filtre, il a bu, il m'a regardé de côté et il a lâché. « Papa, vous n'avez plus besoin de cuisiner. » Nathalie s'occupe de tout. J'ai eu froid. Je suis resté la main dans la pâte à le regarder. Mais j'aime cuisiner, fiston. J'ai toujours fait ça. C'est ce que ta mère m'a appris, ce qu'on faisait ensemble. Il a haussé les épaules. Un geste rapide. Je m'en fiche. Je sais. Mais ici, vous devez vous reposer. C'est pas pour ça que vous êtes venu habiter ici, pour qu'on s'occupe de vous, pas pour que vous travailliez. Et il est sorti comme ça, sans attendre que je réponde. Je suis resté planté là avec la main collante de pâte et de graisse, regardant l'encadrement de la porte où il avait disparu, sentant un froid au ventre. Me reposer? Je ne voulais pas me reposer. Je ne voulais pas mourir vivant, assis sur une chaise, regardant le mur. Je voulais servir à quelque chose. Je voulais sentir que j'avais encore une utilité, que je n'étais pas juste un vieux machin qui prend de la place, qui mange de la nourriture, qui consomme de l'électricité et de l'eau. J'ai fini les quiches, je les ai fait cuire, mais elles n'avaient plus le même goût. Elles avaient un goût de rien. Des choses bizarres ont commencé à se passer après ça, des petites choses au début, que presque personne ne remarquait, mais moi je les notais toutes. J'entrai dans le salon et Philippe et Nathalie s'arrêtèrent de parler d'un coup. Ils fermaient le bec sur le champ, ils détournèrent le regard. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je demandais debout à la porte. « Rien, papa. » Une conversation entre nous. Philippe avec ce sourire jaune, faux, mais la façon dont il se regardait.
Cet échange de regards complices me disait autre chose. Ça disait « Attention, il est arrivé ». Un après-midi, j'ai entendu Laurent et Philippe chuchoter dans la cuisine. Des voix basses, urgentes. Je me suis approché doucement, pieds nus pour ne pas faire de bruit. J'allais leur proposer un café. Quand j'ai ouvert la porte, ils se sont tus net. On aurait dit qu'on avait appuyé sur le bouton pause. « Pardon, je dérange. » Philippe a secoué la tête vite, trop vite même. « Non, papa, on a fini. » Mais l'air était lourd, dense. Il y avait quelque chose là qu'il ne voulait pas me dire. J'ai fait demi-tour. Je suis sorti en douce, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte sans faire de bruit. Je me suis assis au bord du lit et je suis resté là 1 heure à ruminer sur ce qui diable se passait. Pourquoi j'avais l'impression que dans ma propre famille, j'étais l'ennemi. Nathalie a commencé à me regarder différemment après le 2e mois. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas du mépris en face, mais c'était un truc qui me gênait au fond. Calculateur, c'est le mot. Elle me regardait comme un comptable regarde un tableur, comme si elle faisait des calculs, pensant à des chiffres, des délais, des dates, combien de temps encore. Une nuit, je suis allé aux toilettes vers 23 heures. La maison était dans le noir. Je les ai vus dans le couloir parlant tout bas, presque en chuchotant, Nathalie et Philippe. Je suis resté derrière la porte de ma chambre, dans le noir, retenant ma respiration. « La maison est encore à son nom, hein ?» C'est ce qu'elle a dit avec une voix froide, pratique. « Oui, » a répondu Philippe, « il faut lui en parler. Tôt ou tard, il faut régler ça. On ne peut plus attendre. » Parler de quoi? De la maison où j'ai habité 40 ans, celle que j'ai achetée pierre par pierre, mètre par mètre, avec mon salaire d'infirmier, que j'ai payé jusqu'à 64 ans. Cette maison-là. J'ai senti un frisson me remonter le long de la colonne vertébrale. L'estomac s'est noué. Je n'ai rien dit, je ne suis pas sorti. Je suis retourné dans ma chambre en marchant à reculons doucement, je me suis assis sur le lit, et là j'ai commencé à comprendre que les choses allaient mal, très mal. Le Wi-Fi a cessé de marcher du jour au lendemain. J'utilisais mon téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube sur comment réparer des trucs, pour parler avec Bernard sur WhatsApp, pour lire les infos. Un après-midi, j'ai essayé de me connecter et de demander le mot de passe. Le mot de passe que j'avais ne marchait plus. Je suis allé au salon. Philippe était sur le canapé avec son téléphone. « Philippe, tu as changé le mot de passe Internet ?» Il a levé les yeux sans lever la tête. « Ah, oui, on a eu des problèmes de sécurité. Je l'ai changé. Et c'est quoi le nouveau ?» Silence. Il m'a regardé, il est retourné à son téléphone. « Je te le passe après, papa. » Mais il ne me l'a jamais passé. Il a oublié ou a fait semblant d'oublier. J'ai dû demander 3 fois en 3 jours différents, jusqu'à ce que Nathalie, excédée avec la tête de quelqu'un qui n'en peut plus, le note sur un bout de papier avec un stylo rouge et me le donne. Voilà, monsieur Marcel, sans me regarder, sans sourire, elle n'a même pas regardé ma tête. Je suis retourné dans ma chambre avec le papier à la main, me sentant comme un imbécile, un vieux chiant, quelqu'un qui vit à demander des faveurs, quelqu'un qui dérange rien qu'en posant une question, quelqu'un qui est de trop. Et après ça, je n'ai plus rien demandé. Une nuit, j'ai perdu le sommeil. Je suis resté éveillé à regarder le plafond, comptant ma respiration. Je me suis levé à 2 heures du matin. J'avais soif. Je suis allé dans la cuisine chercher de l'eau. La maison était dans le noir. Seule la lumière orange du réverbère de la rue entrait par la fenêtre. Mais j'ai vu de la lumière dans la salle à manger, une lumière allumée. Je me suis approché doucement, pieds nus, marchant sur des œufs. Philippe et Laurent étaient assis à la table buvant une bière en parlant bas. Ils ne m'ont pas vu. Je suis resté derrière le mur, collé, le cœur battant fort, écoutant. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Philippe, claire, froide, sans aucun sentiment. Il faut organiser les papiers du vieux. Il a déjà 76 ans. Il n'arrive pas à s'occuper de tout ça tout seul. Il oublie des choses. Il faut agir maintenant. Laurent a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris. Genre, je ne sais pas où ça me fait quelque chose. Et moi je suis resté là paralysé, le verre vide à la main, sentant que je tombais dans un puits sans fond. Et une nuit j'ai entendu Philippe dire « Il faut organiser les papiers du vieux ». Du vieux?
moi qui les ai entretenus toute leur vie, moi qui me suis tué au travail pour qu'ils fassent des études, pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient un toit. Moi j'étais le vieux et il fallait organiser mes papiers. Un vendredi, Nathalie a annoncé qu'on avait de la visite pour le dîner. Un couple d'amis, des gens du bureau de Philippe. Elle a passé toute la journée dans la cuisine. Du poulet rôti aux pommes de terre, de la salade composée, de la crème caramel, la table mise avec la belle nappe, les verres en cristal, les serviettes pliées, j'ai proposé mon aide. « Vous avez besoin que j'épluche quelque chose, Nathalie ?» Elle ne m'a même pas regardé. « Non, monsieur Marcel, c'est déjà tout prêt. » Ton sec, tranchant. Je suis resté debout à la porte de la cuisine, sentant que je gênais. Maxime est passé devant moi avec ses écouteurs. Il ne m'a pas vu. Laurent était dans sa chambre, Philippe prenait sa douche, et moi je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis sur le lit en attendant. Je ne savais pas bien quoi, mais en attendant. À 21h, la sonnette a retenti. J'ai entendu des voix dans le salon, des rires, des pas. J'ai regardé par le couloir. Les invités qui arrivaient, un type d'une quarantaine d'années, costume gris sans cravate, montre chère au poignet. Une femme blonde, robe noire, sac en cuir, des gens bien, des gens qui ont réussi. Philippe les a accueillis avec une accolade. « Entrez, entrez. Voici Nathalie, ma femme. Voici Laurent, mon frère. » Moi, je suis resté là-bas dans le couloir sans savoir si j'y allais ou si je restais. Laurent m'a vu et m'a fait signe. « Viens, papa. » Je me suis approché doucement. « Voici mon père, Marcel. » L'homme m'a tendu la main. « Enchanté, monsieur Marcel. » Poignée de main ferme. La femme a fait un petit sourire du coin de la bouche, ravie. Et voilà, ils ne m'ont plus regardé. J'avais mis la chemise bleu ciel, celle que Madeleine avait achetée. Je l'avais repassée moi-même avec le vieux fer que j'avais apporté de chez moi. J'avais mis le pantalon de costume, les chaussures noires cirées, j'avais mis du gel dans mes cheveux, du parfum. Je voulais faire bonne impression. Je voulais que ces amis de mon fils disent « Quel monsieur distingué, comme il parle bien !» Je voulais que Philippe soit fier de moi, comme j'avais été fier de lui le jour de la remise des diplômes. On s'est assis à table, moi au bout, loin de la conversation principale. L'homme parlait d'investissement, d'euros, d'actions. La femme était avocate, elle avait un cabinet dans le 6e arrondissement. Il parlait une langue que je ne maîtrisais pas très bien, mais j'écoutais attentivement, essayant de suivre. Philippe servait le vin. Nathalie apportait les plats, l'odeur du poulet rôti, du romarin. Maxime n'est même pas descendu dîner, il est resté dans sa chambre. Laurent mangeait en silence, comme toujours. J'ai goûté le poulet. C'était bon. C'est très bon, Nathalie. Elle a hoché la tête sans me regarder. L'homme disait quelque chose sur un appel d'offres. C'est une affaire sûre, si on entre maintenant. Philippe acquiesçait. J'ai voulu participer, j'ai voulu me sentir inclus. À l'hôpital, on avait aussi affaire aux appels d'offres. Pour le matériel médical, c'était compliqué, parce que j'ai continué à parler. Personne ne me regardait. L'homme a pris une gorgée de vin. La femme a coupé le poulet. Philippe regardait son assiette et j'ai continué à parler, sentant ma voix se perdre dans l'air, comme si personne n'écoutait, comme si je n'étais pas là. Alors j'ai raconté une histoire, une que j'aime raconter, de quand j'ai sauvé un jeune homme aux urgences. Une nuit, un garçon de 20 ans est arrivé. Accident de moto, arrêt cardiaque. J'étais seul de garde. J'ai fait un massage cardiaque pendant 10 minutes jusqu'à ce que le médecin arrive. Le garçon est revenu. Après, la mère est venue me remercier en pleurant. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « J'étais presque en train de finir l'histoire quand Philippe a posé sa fourchette dans l'assiette d'un coup sec. Il m'a regardé et a dit « Papa, vous avez déjà raconté ça 3 fois cette semaine. » La pièce s'est figée. Silence total. On n'entendait que le bruit du ventilateur au plafond qui tournait. Personne ne parlait. Les couverts se sont arrêtés. L'homme s'est raclé la gorge, gêné. La femme a bu de l'eau. J'ai senti mon visage chauffer, les oreilles en feu. « Pardon », j'ai dit. La voix est sortie cassée. Je ne savais pas que j'avais déjà raconté. Philippe n'a pas répondu. Il a continué à manger comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose dans sa tête, dans sa façon de mâcher, me disait qu'il avait honte, que je l'avais fait passer pour un imbécile, que mon histoire bête de sauver un gamin avait gâché le dîner avec ses amis importants.
Et moi là assis, me sentant minuscule, invisible, un vieux gâteux qui dit des bêtises que personne ne veut entendre. Nathalie a brisé la glace avec un petit rire nerveux. « Bon, quelqu'un veut encore du poulet ?» Et elle a changé de sujet vite. Elle s'est mise à parler d'une série Netflix. La femme est entrée dans la conversation tout de suite. L'homme a commenté quelque chose. Philippe a ri, et moi je suis resté là avec la fourchette à la main, regardant mon assiette, faisant un effort pour ne pas pleurer, avec l'envie de me lever de cette table, d'aller dans ma chambre, de fermer la porte à clé et de ne plus jamais sortir. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire de scène, je ne pouvais pas les faire passer encore plus pour des imbéciles qu'ils ne l'étaient déjà. Alors, je suis resté tranquille, j'ai mangé doucement, et je n'ai plus ouvert la bouche de toute la soirée. Laurent n'a pas pipé mot, pas un mot, ni pour me défendre, ni pour changer de sujet. Il a juste mangé en silence, les yeux rivés sur son assiette, comme si rien ne s'était passé, comme si ça lui était égal que son frère m'ait fait passer pour un imbécile devant des étrangers. Et ça m'a fait plus mal que ce que Philippe avait dit, parce que Laurent a toujours été plus doux, plus gentil. Il a toujours été celui qui me serrait dans ses bras quand j'étais triste, et maintenant rien. Silence, complicité. Lui aussi m'avait abandonné. Lui aussi voulait que je me taise, que je disparaisse, que je cesse d'exister. Tout à coup, j'ai entendu une porte claquer fort. Maxime était descendu, avait entendu quelque chose de la cuisine et était remonté dans sa chambre en claquant la porte. Laurent a levé la tête. Ce gosse, il a marmonné, mais il n'a pas fini sa phrase. Nathalie s'est levée vite. Je vais chercher le dessert. Elle a disparu dans la cuisine. L'homme et la femme ont commencé à parler entre eux, m'ignorant complètement. Philippe a rempli les verres de vin, et moi là assis les mains sur les genoux, serrant les poings sous la table avec l'envie de mourir. L'envie que la terre s'ouvre et m'engloutisse, l'envie de n'être jamais venu dans cette maison, l'envie d'être dans mon vieil appartement avec Madeleine, avec mes fils petits, en ce temps-là qui ne reviendra plus. Quand le dîner s'est terminé, les invités sont partis. Merci beaucoup. C'était délicieux. Bisous, accolades. La porte s'est fermée. Philippe et Nathalie ont débarrassé la table. Laurent est allé dans sa chambre. Moi, je suis resté assis, sans savoir si j'aidais ou si je partais. Nathalie est passée devant moi avec la vaisselle sale. « Monsieur Marcel, vous pouvez aller vous reposer si vous voulez. » Elle ne m'a pas regardé, ton sec. Je me suis levé doucement, j'ai porté mon assiette à l'évier, je l'ai lavée. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a regardé. J'ai marché dans le couloir jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assis au bord du lit et là, seul dans le noir, j'ai laissé les larmes venir. J'ai pleuré en silence, mordant ma main pour ne pas faire de bruit, et j'ai fini de manger en silence, me sentant comme un vieux meuble qui gêne le passage, une décoration qui est là parce qu'on ne sait pas où la jeter, un reste d'une autre époque qui ne va plus avec cette maison moderne, avec ses gens importants, avec ses conversations d'argent et de réussite. Moi qui les ai élevés, moi qui me suis tué au travail pour qu'ils fassent des études, moi qui ai changé des couches, qui ai donné à manger à la cuillère quand ils étaient bébés, qui les ai emmenés à l'hôpital quand ils avaient de la fièvre. Moi maintenant, j'étais le vieux qui raconte la même histoire 3 fois, le vieux qui doit se taire, le vieux qui fait honte. Et cette nuit-là, dans ce petit lit, dans cette chambre sombre, j'ai su que quelque chose ici à l'intérieur s'était brisé pour toujours. Un mardi après-midi, Philippe est rentré du travail plus tôt que d'habitude. J'ai entendu la porte, ses pas dans le couloir. Il a frappé à ma porte. « Papa, vous avez un moment ?» J'étais allongé, regardant le plafond, pensant à rien et à tout en même temps. « Oui, fiston, entre. » Il est entré avec une pochette marron sous le bras, une de ces pochettes en carton rigide avec un élastique. Il s'est assis sur l'unique chaise qu'il y avait dans la chambre. Moi, je me suis redressé sur le lit. Il faut qu'on parle de la paperasse. Il m'a montré la pochette. Il y avait une étiquette écrite à la main. Document Marcel Lefebvre. Mon nom, mon prénom. Comme si j'étais un dossier, une archive, une affaire en suspens à régler. Il a ouvert la pochette doucement. À l'intérieur, il y avait des feuilles imprimées, avec des tampons, des signatures, des paragraphes en petites lettres,
que je n'arrivais pas à lire sans lunettes. « C'est quoi ça, Philippe ?» Il s'est ajusté sur la chaise. « C'est pour organiser l'héritage, papa, pour éviter les maux de tête après. » J'ai senti un froid au ventre. Quel héritage? Je suis encore vivant. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire de tendresse, c'était un sourire de commercial. Je sais, papa, mais c'est mieux de tout organiser maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de problème quand... Bon, après. Il n'a pas dit quand vous mourrez, mais il y a pensé. Et moi, je l'ai entendu quand même, fort et clair. Il m'a passé un papier. Ça, c'est une cession immobilière pour la maison de Villeurbanne. Ma maison, celle que j'avais achetée en 1982, celle que j'avais payée pendant 20 ans avec mon salaire d'infirmier, celle qui a l'arbre de vent que j'ai planté avec Madeleine. Celle qui a les traits de taille de Philippe et Laurent sur le mur de la cuisine. Cette maison-là. Pourquoi je dois céder la maison? Philippe a soupiré comme si je lui faisais perdre son temps. Pour éviter les problèmes de succession, papa, les impôts, les procédures, c'est simple. Vous nous la transférez maintenant et voilà. Personne ne vous la prend. Vous restez propriétaire, mais sur le papier tout est plus propre. Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Laisse-moi lire tranquillement. J'ai pris les papiers, j'ai essayé de focaliser sur les lettres, mais sans mes lunettes de lecture, je ne voyais rien. Où sont mes lunettes? Philippe a perdu patience. Papa, c'est simple, je vous explique. Ici, ça dit que le bien passe à notre nom, mais vous gardez l'usufruit viager, c'est-à-dire c'est à vous tant que vous vivez. Je suis resté à le regarder, mais après ma mort, ça vous revient. Il a hoché la tête. Bon, oui, évidemment, on est vos fils. Silence. Un silence lourd. Et si je ne veux pas signer? Philippe a froncé les sourcils. Pourquoi vous ne voudriez pas? C'est le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde ou pour vous? À ce moment-là, Laurent est entré, il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte avec son téléphone à la main sans rien dire. Philippe l'a regardé. Laurent, explique-lui. Laurent a levé les yeux, m'a regardé en biais. C'est ce que Philippe a dit, papa, c'est pour éviter les problèmes. Et il est retourné à son téléphone. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, il ne m'a pas défendu, il était juste là en témoin muet, en complice silencieux. J'ai besoin de réfléchir, j'ai dit. Philippe s'est levé irrité. Réfléchir à quoi? Il n'y a pas à réfléchir, c'est juste de l'administratif. Mais je n'allais pas signer, pas sans comprendre bien, pas sans parler à quelqu'un qui s'y connaisse en droit. Donnez-moi quelques jours. Philippe est sorti énervé. D'accord, papa, mais ne traînez pas. Et il est parti. Laurent l'a suivi. La porte est restée ouverte et moi je suis resté assis sur le lit avec les mains qui tremblaient. Cette nuit-là, je ne suis pas descendu dîner. Je les ai entendus mettre la table, parler, manger. Personne ne m'a appelé. Je suis resté dans ma chambre, porte fermée, estomac vide, mais sans aucune faim. À 22 heures, Nathalie a frappé doucement. « Monsieur Marcel, j'ai laissé une assiette dans la cuisine pour vous, si vous voulez. » Elle n'a pas ouvert la porte. Elle a juste passé le message et elle est partie. Je suis descendu plus tard, quand il n'y avait plus âme qui vive. L'assiette était couverte de film plastique sur l'évier, des pâtes avec de la sauce froide. J'ai mangé debout, en silence, regardant le mur. J'ai lavé l'assiette, je suis retourné dans ma chambre et je me suis rendu compte d'une chose. Ils ne me voulaient pas à table. Je gênais. Et c'était leur façon de me le dire sans utiliser de mots. Les jours qui ont suivi ont été pires. J'ai commencé à entendre des choses, des bouts de conversation qui n'étaient pas faits pour que je les entende. Une nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. Je suis passé par le salon et j'ai entendu des voix basses, Philippe et Nathalie. Philippe parlait. Il faut boucler ça vite, avant que ça tourne mal. Nathalie a répondu quelque chose que je n'ai pas compris. Philippe a continué. Si le vieux signe maintenant, c'est réglé. Après, on pourra vendre. J'ai eu froid. Froid dans tout le corps. Je suis retourné dans ma chambre doucement. Je me suis assis sur le lit. J'ai sorti le mot de Maxime de ma poche. Je l'ai relu. Papy. Je ne savais pas. Pardon. Je l'ai plié. Je l'ai rangé dans l'enveloppe avec mes papiers et j'ai compris que le mot de Maxime n'allait rien changer parce que Maxime était un gosse, un bon gosse, mais un gosse. Il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de voix. Et ses parents,
Ses parents avaient déjà décidé de mon sort. Et moi, je n'allais pas laisser faire ça, pas sans me battre. Le lundi matin, je suis sorti de la maison. Je vais me promener, j'ai annoncé. Personne n'a demandé où. J'ai marché 4 pâtés de maison jusqu'à la place. Je me suis assis sur un banc sous un arbre. J'ai sorti mon vieux téléphone, ce Nokia que j'ai depuis 10 ans. Je le gardais caché, chargé. Il ne savait même pas qu'il existait. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné 3 fois. Allô? La voix d'André. Mon ami André. C'est moi, Marcel, j'ai besoin de te voir. Urgent. André habite dans le 3e arrondissement, petit appartement, 2e étage. Je suis arrivé à 11 heures. Il m'attendait avec la porte ouverte. Entre, Marcel. Il m'a serré fort dans ses bras. Il sentait le café, la cigarette, le vieux comme moi. 74 ans, avocat, retraité. On a travaillé ensemble à l'hôpital toute notre vie. Lui au juridique, moi aux soins. Amis à la vie, à la mort. Assieds-toi là. Il a montré la table. Café passé à l'instant, des sablés dans une assiette. Accouche. J'ai sorti le téléphone. Je lui ai montré les photos de l'écran que j'avais prises du téléphone de Monique. La publication. Ma photo. Je cherche un foyer pour moi. Je n'ai pas de famille. André a lu doucement. Son visage a changé. Il est devenu rouge. Il a tapé la tasse sur la table avec force. Putain de merde. Marcel. Il s'est levé. Il a fait les 100 pas dans la cuisine. Ton fils a fait ça? Il l'a fait. Ton fils, Philippe. Lui-même. André s'est pris la tête dans les mains. C'est de la violence patrimoniale, Marcel, c'est un délit, de l'abus, de l'abandon. Tu peux porter plainte. Je ne veux pas porter plainte. André m'a regardé de travers. Pourquoi pas? Parce que je veux quelque chose de mieux. J'ai sorti l'autre téléphone, le vieux Nokia, j'ai ça ici. Je lui ai montré. Des enregistrements audio, des conversations que j'avais enregistrées en cachette ces derniers jours. André a appuyé sur play. La voix de Philippe. Il faut se débarrasser de lui avant la fin de l'année. Celle de Laurent. Et s'il ne veut pas, celle de Philippe. Il va devoir vouloir de force. André a écouté en silence. Quand ça s'est terminé, il m'a regardé sérieusement. Fils de... J'en ai d'autres. Je suis passé à l'audio suivant. Nathalie et Philippe. S'ils signent la cession de la maison, après ça sera plus facile. Et s'ils ne signent pas, on trouvera un moyen de le convaincre. André a éteint le téléphone. Il est resté silencieux 1 minute entière, puis il m'a regardé. « Marcel, avec ça, ici, tu peux faire des ravages. Tu peux porter plainte. Tu peux tout leur prendre. C'est possible. Je veux quelque chose de mieux, j'ai répété. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. » André a souri. Un sourire triste. « Alors, on a besoin d'un plan. » Le téléphone d'André a sonné. Il a répondu. « Allô? Ah, Bernard. Oui, il est ici avec moi. » Il m'a regardé. « C'est Bernard, mon ami comptable. J'ai fait signe que oui de la tête. Viens ici. » Il a raccroché. « Il arrive dans 20 minutes. » Il m'a resservi du café. Bernard a trouvé un truc il y a quelques jours. C'est pour ça qu'il ne répondait pas au téléphone. Il te cherchait, mais il n'avait pas ton nouveau numéro. Il a trouvé quoi? André a secoué la tête. C'est mieux qu'il te le dise lui-même. Bernard est arrivé décoiffé, essoufflé, 72 ans, maigrichon, avec une pochette sous le bras. Marcel, il m'a serré dans ses bras. « Pardonne-moi, mon vieux. Je t'ai cherché partout. » Il s'est assis, il a ouvert la pochette. J'ai trouvé quelque chose. Madeleine a laissé un testament. J'ai eu froid. Quoi? Un testament fait 2 mois avant l'accident. Il est enregistré chez le notaire de Bron. Il a sorti des papiers. Voilà les copies. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que ça dit? Bernard m'a regardé sérieusement. La maison est divisée en 4 parts. 4 parts. 25% pour toi. 25 pour Philippe. 25 pour Laurent. Il a fait une pause. Et 25% pour les hospices civils de Lyon en donation. Je suis resté muet. Madeleine avait fait don d'une partie de notre maison à l'hôpital où j'avais travaillé 40 ans. Mais il y a une clause. Bernard a montré un paragraphe. Si tu es retiré de la maison contre ta volonté, ta part et celle de tes fils passent automatiquement à l'hôpital. Seule la donation reste valable. André a hoché la tête. Madeleine n'était pas une femme faible, non.
Philippe est au courant de ça? Bernard a fait non. Non, le testament n'a jamais été ouvert. Philippe l'a caché ou ne savait pas. Je l'ai trouvé par hasard en fouillant dans les anciens registres. C'est valable? André a acquiescé. Totalement. Et si on l'enregistre maintenant, le testament prime sur n'importe quel papier que Marcel signerait sous la contrainte. Je suis resté silencieux, à digérer. Madeleine m'avait protégé. De l'autre côté de la vie, elle m'avait protégé. Alors, si je signe la cession, ça ne vaut rien, a complété André, parce que le testament annule tout ce qui est fait sous. André s'est levé. On a des preuves, on a un testament, on a des témoins. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcel? J'ai pensé à Philippe souriant quand j'avais dit que j'allais à la maison de campagne. J'ai pensé à Laurent silencieux, complice. J'ai pensé à ma photo qui circulait sur Facebook. J'ai pensé à l'assistante sociale. J'ai pensé à tout. Je veux qu'il paie, pas avec la prison, pas avec de l'argent. Je veux qu'il passe par la honte que j'ai passée. Je veux que tout le quartier sache ce qu'ils ont fait. André et Bernard se sont regardés. André a souri. Alors on va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et à ce moment-là, la peur a disparu. J'ai senti du pouvoir. Le pouvoir d'un homme qui a des preuves, qui a des amis loyaux, qui a un plan. Le pouvoir de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre parce qu'on lui a déjà tout pris. Philippe et Laurent pensaient que j'étais fini, que j'étais juste un vieux effrayé, facile à manipuler. Mais ils se trompaient lourdement parce que j'étais Marcel Lefebvre, 76 ans, infirmier retraité, veuf, père, et j'avais encore de la dignité, et cette dignité allait leur coûter cher. Le mercredi après-midi, le téléphone d'André a sonné. J'étais là en train de prendre un café. Il a regardé l'écran. Numéro inconnu. Il a répondu « Allô ?» Son visage a changé. « Oui, c'est moi. » Qui est à l'appareil? Silence. Il écoutait. « Ah, oui, bien sûr. Quand? » Encore du silence. « D'accord. Dans une demi-heure. Brasserie du commerce rue de la République. » Il a raccroché. Il m'a regardé. C'était Nathalie, ta belle-fille. Elle veut me parler. Seule. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que tu as dit? Que oui. André y est allé seul. Moi, je suis resté à attendre dans son appartement, faisant les 100 pas, sans arriver à m'asseoir. Il est revenu 2 heures plus tard. Le visage fermé, il a verrouillé la porte. « Assieds-toi. » Je me suis assis. Nathalie a vidé son sac. Elle a pleuré une demi-heure avant de réussir à parler. Elle a ouvert sa pochette, elle a enregistré la conversation sur son propre téléphone. Elle a peur de Philippe. Il a sorti une clé USB, elle m'a donné ça. Il y a des audios de Philippe qui planifient tout depuis des mois. Elle a dit « Je ne voulais pas, mais j'avais peur de Philippe. Il m'a obligé. » Il a dit que si je n'aidais pas, il allait me laisser sans rien. André a allumé l'ordinateur portable, il a branché la clé USB. Écoute ça. La voix de Philippe Net. La maison vaut environ 800 000 €. Si on le vire avant la fin de l'année, on vend et on partage l'argent. La voix de Nathalie. Et ton père? Philippe. On s'en fout, il ne saura même pas ce qui s'est passé. J'ai eu la nausée. André a continué à passer les enregistrements. Un autre audio. Laurent et Philippe. Et s'il refuse? Il ne va pas refuser, c'est un vieux, il est gâteux, on le convainc et voilà. Mon sang a bouilli. André a fermé l'ordinateur. On a tout, Marcel. Nathalie a aussi dit que Maxime les a entendus se disputer hier soir. Le gamin a tout découvert. J'ai serré les poings. Qu'est-ce qui va se passer pour Nathalie? Elle veut partir. Elle met de l'argent de côté. Elle veut le divorce. Cette même nuit, pendant que j'étais encore chez André à tout préparer, là-bas à la maison, la bombe a explosé. Maxime avait trouvé la conversation WhatsApp de son père avec Laurent, les messages, les plans. On a déjà 3 réponses à la publication. Il faut accélérer la signature. Dans 2 semaines, il dégage. Maxime a descendu l'escalier en hurlant. « Papa !» Philippe était dans le salon en train de regarder la télé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Maxime lui a collé le téléphone sous le nez. « C'est quoi cette merde ?» Philippe est devenu blanc. Maxime continuait à crier. « Tu as fait ça à papy. Tu as publié sa photo. Tu as dit qu'il n'avait pas de famille. T'es qu'un enfoiré. » Laurent est sorti de sa chambre en courant. Nathalie était paralysée dans la cuisine. Philippe s'est levé. «
Tu ne comprends rien, gamin, je comprends tout. Tu veux le virer pour garder sa maison? Le corps de Maxime tremblait de partout. C'est ton père. Ton père. Philippe a perdu la tête, il a crié « Ferme-la !» Et il l'a giflé, une claque forte qui a résonné dans toute la maison. Maxime a mis sa main sur son visage sans y croire. Laurent a couru et s'est mis entre eux. « Arrête, Philippe, arrête !» Maxime pleurait. « Je te déteste, je te déteste !» Et il est monté en courant dans sa chambre. Il a claqué la porte. Nathalie regardait depuis la cuisine avec des larmes aux yeux. Philippe s'est assis en tremblant. Putain de merde. Laurent n'a rien dit. Je suis arrivé à la maison à 22 heures. L'air était lourd. On pouvait le couper au couteau. Personne ne parlait. Maxime enfermé dans sa chambre, Nathalie qui faisait la vaisselle en regardant dans le vide. Laurent dans le salon muet, Philippe qui fumait dans le jardin. J'ai fait comme si je ne savais rien. Je suis monté dans ma chambre, je me suis changé, je suis descendu avec la valise, la même que le premier jour. Philippe est rentré du jardin, il m'a vu. Papa. Je vais passer quelques jours dehors, voix tranquille. Où ça? Serge m'a invité à sa maison de campagne. J'ai vu le soulagement sur son visage aussitôt, comme si on lui enlevait un sac de ciment du dos. Ah, super. Reposez-vous, papa. Laurent est apparu derrière. Combien de jours? Je ne sais pas. Une semaine, peut-être. Philippe a souri. Ce sourire dégueulasse. Parfait. L'air de la campagne va vous faire du bien. Il a pris ma valise. Je la porte à la voiture pour vous. Pas besoin, mais il a insisté. On est sortis. André m'attendait au coin de la rue avec la voiture allumée. On a mis la valise dans le coffre. Philippe m'a fait un câlin. Un câlin faux, rapide, juste pour la forme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez. J'appellerai. Je suis monté dans la voiture d'André. J'ai fermé la porte. J'ai regardé par la fenêtre. Philippe retournait déjà à la maison, marchant vite, presque en courant, pressé, soulagé, libre. André a démarré. Prêt? Prêt. Il a roulé 2 pâtés de maison et s'est arrêté. Maintenant, on attend. À 2 heures du matin, un camion d'agence immobilière s'est garé sans faire de bruit. Le gars de l'agence est descendu avec 2 assistants. Ils apportaient un panneau géant. Et quand j'ai fermé cette porte, je n'étais plus leur père. J'étais un stratège, un homme qui avait appris à jouer le jeu sale qu'ils avaient commencé. Je n'étais plus le vieux naïf qui croyait aux promesses. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait des alliés, des preuves et un plan ficelé de bout en bout. Philippe et Laurent dormaient comme des anges, pensant qu'ils s'étaient débarrassés du problème. Mais ils ne savaient pas que dehors, dans le noir, leur pire cauchemar prenait forme. À 6 heures du matin, le soleil a commencé à pointer. La rue était déserte. Le gars de l'agence et les 2 assistants sont arrivés avec un panneau de 3 mètres sur 2, énorme. Ils l'ont planté juste devant la maison. Lettres rouges géantes sur fond blanc, à vendre directement par le propriétaire. En dessous, en plus petit, contact et le numéro de portable de Philippe. Ils l'ont vissé au sol avec du ciment à prise rapide. Une demi-heure plus tard, le panneau était solidement ancré. Impossible de ne pas le voir. À 7 heures, les gens ont commencé à sortir pour aller travailler. Ils s'arrêtaient, regardaient, prenaient des photos avec leur téléphone. La dame du kiosque du coin est sortie avec son tablier. « Tiens, ils vendent dans la maison ?» Le gars de l'agence a acquiescé. « Oui, madame. » Et le petit vieux qui habitait là? Le gars n'a pas répondu, il est juste monté dans le camion et il est parti. Les voisins sont restés là debout à chuchoter. 3, 4, 5 personnes, tout le monde regardant le panneau, tout le monde se posant la même question. Monique est passée à 8 heures. Elle a vu le panneau et elle a tout compris, elle a pris son téléphone, elle a pris une photo, elle a ouvert Facebook, groupe Entraide Villeurbanne. Elle a partagé la photo avec un texte. C'est pas la maison du monsieur de l'annonce? Celui qui cherchait un foyer parce qu'il n'avait pas de famille? C'est bizarre qu'ils la vendent maintenant, non? Elle a publié. En 5 minutes, il y avait 30 commentaires. En 10 minutes, 50. En une demi-heure, la publication avait 200 réactions. Les commentaires ont explosé. Ah, maintenant je comprends tout. Les Fils l'ont mis dehors pour garder la maison. Quel salaud. Pardon pour le mot. Pauvre vieux, ils l'ont utilisé. Quelqu'un sait où est le monsieur? J'ai vu dans la publication originale, ça m'a fait de la peine. Et maintenant ils vendent la maison. Bande de profiteurs.
Chaque commentaire était un clou de plus dans le cercueil de la réputation de Philippe et Laurent. La honte publique et totale était enclenchée. À 8h30, le téléphone de Philippe a commencé à sonner. Il dormait. Le téléphone a vibré sur la table de chevet. Une fois, deux, trois. Il a répondu tout endormi. « Allô ? Bonjour. C'est au sujet du panneau. La maison est toujours à vendre ?» Philippe s'est réveillé en sursaut. « Quel panneau ? Celui qui est devant votre maison, avec votre numéro. » Philippe a sauté du lit, il a couru à la fenêtre, il a ouvert le rideau et il a vu le panneau géant. À vendre avec son numéro. Il a raccroché au nez du gars. Le téléphone a sonné encore. Et encore et encore. « La maison est disponible ? Vous demandez combien ? Je peux visiter aujourd'hui ?» Philippe a éteint l'appareil. Il est descendu en courant en pyjama. Il a ouvert le portail. Les voisins regardaient. Le livreur de journaux, le gars de la boulangerie, la dame du 3e étage, tout le monde là à le regarder. Philippe est sorti pieds nus sur le trottoir. Il a regardé le panneau, il a lu son numéro. Il a senti le sang quitter son visage. Le téléphone a vibré encore. Il l'avait rallumé sans faire exprès dans la poche de son pantalon. Il a répondu sans regarder. « Allô ? Bonjour ? Ici Luc Beaumont. Vous êtes Philippe Lefebvre, fils de Marcel Lefebvre ?» Silence. « Oui. Qui est-ce ? Je suis un homme dont le fils a été sauvé par votre père aux hospices civils en 2005. J'ai vu la publication sur Facebook. Et maintenant, je vois qu'on vend la maison de votre père. Ton sérieux. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Philippe ne savait plus où se mettre. Luc Beaumont a continué. « Parce que ça me semble très bizarre qu'un homme cherche un foyer parce qu'il n'a pas de famille et une semaine plus tard, sa propre maison soit à vendre. Vous l'avez mis dehors, monsieur Lefebvre ?» Philippe a senti la panique. « Non, non, ce n'est pas ce qu'il semble. Alors expliquez-moi. » Philippe a bégayé. « Mon père est parti en voyage. Le panneau, c'est une erreur. » Luc Beaumont a raccroché. Philippe est resté avec le téléphone à la main, tremblant. À 10h du matin, une voiture s'est garée devant la maison. André est descendu avec une sacoche en cuir sous le bras, costume gris, cravate, lunettes d'avocat. Il a marché tranquillement jusqu'au portail. Il a sonné. Philippe a ouvert, pâle, décoiffé. « Oui ?» André a souri. « Bonjour, je suis André Mercier, avocat de Marcel Lefebvre. Je viens parler avec vous et avec Laurent. » Philippe a dégluti. « Mon père n'a pas besoin d'avocat. » André a continué à sourire. « Je crois que si. » Laurent est apparu derrière Philippe. « Qu'est-ce qui se passe ?» André a sorti des papiers de sa sacoche. « Je peux entrer ? Ou vous préférez qu'on discute ici avec le voisinage qui regarde ?» Les voisins regardaient vraiment. 3 sur le trottoir d'en face, 2 à la fenêtre de l'immeuble d'à côté. Philippe a ouvert le portail. André est entré. Ils se sont assis dans la salle à manger. Nathalie a disparu dans la cuisine. Maxime est descendu, il est resté debout dans l'escalier, écoutant. André est entré, et je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui allait se passer, parce que ce plan, on l'avait monté ensemble, chaque détail, chaque étape, le panneau avec le numéro de Philippe, pour qu'il ressente l'intrusion, le harcèlement, le manque d'intimité que j'avais ressenti quand il avait publié ma photo, l'exposition publique pour que tout le quartier sache quel genre de fils il était. Et maintenant André là-dedans avec les preuves, avec les audios, avec le testament de Madeleine. La justice, froide et précise, frappait à sa porte. André a ouvert sa sacoche sur la table de la salle à manger, il a sorti des papiers rangés dans des pochettes transparentes, des captures d'écran, des transcriptions, des enregistrements sur une clé USB. Philippe et Laurent étaient assis l'un à côté de l'autre, tendus. Nathalie était restée debout à la porte de la cuisine, les bras croisés. Maxime continuait dans l'escalier, recroquevillé, écoutant tout. André a posé l'ordinateur portable sur la table. On va parler français clairement, sans mensonge. Il a branché la clé USB, il a ouvert un fichier, il a appuyé sur Play. La voix de Philippe a rempli la pièce. La maison vaut environ 800 000 €. Si on le vire avant la fin de l'année, on vend et on partage l'argent. Silence pesant. Philippe est devenu blanc comme un linge. « Où vous avez eu ça ?» André a ignoré. Audio suivant. « Laurent, et s'il ne veut pas partir ?» Philippe, il va devoir vouloir. C'est un vieux.
Il ne comprend rien. Le visage de Laurent s'est décomposé, il s'est mis à trembler. André a arrêté l'enregistrement, il a regardé Philippe. Ça, c'est de la violence patrimoniale, de l'abus psychologique, de la contrainte, de la planification d'expulsion forcée de personnes âgées. Philippe a essayé de parler. Attendez, ce n'est pas vraiment ça. Non. André a sorti une autre pochette. Ça, c'est la publication que vous avez faite sur Facebook, la photo de votre père. Je cherche un foyer pour moi, je n'ai pas de famille. Votre nom, votre profil. Il a montré les captures d'écran. Philippe a baissé la tête, il n'avait pas de défense. Philippe a essayé de se justifier. C'était pour son bien, il ne peut pas vivre seul, il a 76 ans, il oublie des choses, il n'arrive pas à se débrouiller. Sa voix semblait désespérée. Laurent a acquiescé. C'est vrai. On s'inquiète pour lui. André les a regardés avec froideur. Vous vous inquiétiez. C'est pour ça que vous l'avez mis sur Facebook comme un chien abandonné. C'est pour ça que vous parliez de vendre sa maison sans qu'il le sache. Silence. Nathalie a commencé à pleurer doucement, se couvrant la bouche. André a élevé la voix pour la première fois. Vous avez publié qu'il n'avait pas de famille. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous avez dit au monde entier que sa vie ne valait rien, qu'il n'avait personne, qu'il était jetable. Philippe tremblait. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû écrire comme ça. Une erreur? André a tapé sur la table avec la paume ouverte. Une erreur, c'est écrire une adresse de travers. Ça, c'était de l'humiliation préméditée. Ça, c'est de la maltraitance. Laurent s'est caché le visage dans les mains. Laurent s'est mis à pleurer. Pas des larmes d'homme qui se retient. Il a pleuré comme un enfant, des sanglots, de la morve, des larmes qui n'arrêtaient plus de couler. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Il répétait comme un disque rayé. Philippe m'a convaincu. Il a dit que c'était le mieux, que papa serait mieux traité ailleurs. Je suis un lâche. Je suis une merde. Il a craqué complètement. Philippe l'a regardé avec mépris. Ferme-la, Laurent. Mais Laurent ne se taisait pas. Il pleurait plus fort. André a sorti un autre document. Un grand avec un sceau de notaire, une vieille signature. Ça, c'est le testament de Madeleine Lefebvre, signé 2 mois avant sa mort, enregistré chez le notaire de Bron. Il l'a posé sur la table. Philippe a regardé sans comprendre. Quel testament? Celui que vous avez caché ou ignoré? André a montré un paragraphe. Ici, ça dit que la maison est divisée en 4 parts, 25% pour chacun. Marcel, vous, Laurent et les hospices civils de Lyon. Philippe a lu. Son visage a changé. Mais je n'ai jamais vu ça. Mensonge. Vous deviez le savoir, ou vous n'avez pas bien cherché, parce que vous saviez que si votre père était retiré de la maison, sa part et les vôtres passaient automatiquement à l'hôpital. André l'a fixé. Lisez la clause spéciale. Philippe a lu tout bas. Si Marcel Lefebvre est retiré de son logement contre sa volonté, les parts lui correspondant ainsi qu'à ses descendants seront transférées intégralement aux hospices civils de Lyon. Il est resté muet. À ce moment-là, on a entendu du bruit dehors, des voix, des pas rapides. Philippe s'est levé, il est allé à la fenêtre et il a vu une camionnette avec le logo d'une chaîne de télé, un caméraman avec la caméra sur l'épaule, une journaliste avec un micro, des voisins montrant la maison du doigt. Le panneau à vendre toujours solidement planté sur le trottoir. C'est pas possible. Philippe a senti le sol se dérober. C'est quoi ça? André a souri du coin de la bouche. Ah, ça doit être les journalistes que Luc Beaumont a appelés. Philippe a couru vers la porte. Il a ouvert. La journaliste est arrivée aussitôt. Philippe Lefebvre. Je suis de France 3 Rhône-Alpes. On voudrait vous parler de l'accusation de maltraitance envers votre père. Marcel Lefebvre. Philippe s'est figé. Quelle accusation? Celle qui circule sur les réseaux. La publication où vous avez écrit que votre père cherchait un foyer et maintenant la maison est à vendre. Vous pouvez donner votre version? Caméra braquée sur lui, voisin qui regardait. Philippe a claqué la porte au nez de la journaliste, il a verrouillé, il s'est adossé au bois en tremblant. Et dans la voiture de Serge, garée à un demi-pâté de maison avec les vitres teintées, je voyais tout. Je voyais la camionnette de reportage, je voyais Philippe espionner par la fenêtre, je voyais les voisins prendre des photos, je voyais le panneau, je voyais le mensonge s'effondrer,
et je ne ressentais rien. Ni larmes, ni colère, ni plaisir, juste la paix. Une paix profonde, ancienne, comme celle qu'on ressent après l'orage. Serge m'a regardé. « Tu veux y aller ?» J'ai secoué la tête. « Non, je n'ai plus rien à faire là-bas. » Et c'était vrai. 3 mois plus tard, j'habitais un studio dans le 7e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or, 30 mètres à mètre heure, lit, cuisine, salle de bain et une grande fenêtre côté est. Le matin, il entrait un soleil direct, chaud, on aurait dit une étreinte. J'avais mis la vieille radio de Madeleine sur la table, la même qu'elle écoutait en brodant. Elle passait de la chanson française l'après-midi. Brassens, Aznavour, Brel, et moi je m'asseyais sur la chaise en osier avec un café, en regardant par la fenêtre. J'avais des plantes, beaucoup de plantes, des géraniums, des lierres, un cactus que Monique m'avait offert. La fenêtre ressemblait à un jardin suspendu. Ça sentait la terre mouillée, le vert, la vie. Madeleine adorait les plantes. Moi, je n'avais jamais eu le temps de m'en occuper, maintenant j'en avais. Je les arrosais tous les matins. Je leur parlais doucement. Je leur chantais des chansons et elles poussaient, fortes, vertes, comme si elles savaient qu'enfin quelqu'un s'occupait d'elles avec tendresse. Elles me tenaient compagnie, et c'était une compagnie plus que suffisante. Monique habitait l'appartement d'en face. Elle aussi avait vendu son vieil appart de Villeurbanne. « Je ne veux pas rester près de ces gens-là », elle m'a dit. Elle a déménagé ici, dans le même immeuble, le même étage. On se voyait tous les 5 jours. À 16 heures, elle apportait des petits gâteaux, je faisais le café. On s'asseyait sur mon petit balcon pour parler de tout et de rien, du feuilleton, du quartier, de la vie. Elle était mon amie, ma famille choisie. Maxime venait tous les dimanches, ponctuel, midi pile. Il sonnait à l'interphone, j'ouvrais. Il montait avec un sac du supermarché. « Papy, j'ai apporté du jambon. » On faisait des sandwichs ensemble, on parlait de foot, de musique, de ses rêves. Il voulait étudier le design graphique. « Tu vas être super fort », je lui disais. Il restait jusqu'à 18 heures. Quand il partait, il me serrait fort dans ses bras. « Je t'aime, papy. Moi aussi, gamin. » La relation avec lui a été la seule bonne chose qui est restée de toute cette histoire. Nathalie m'a appelé un mois après tout ça, en pleurs. « Monsieur Marcel, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je ne voulais pas. J'ai eu peur. J'ai écouté en silence. Je suis en train de me séparer de Philippe. J'ai déjà fait la demande de divorce. Elle a fait une pause. Je peux venir vous voir, elle est venue un samedi. On a pris un café, on a pleuré ensemble. J'ai dit que je lui pardonnais parce qu'elle avait eu du courage. Elle avait parlé, elle avait regretté, et ça compte. Tout le monde n'a pas ce courage. Laurent m'envoyait des messages toutes les semaines. « Papa, pardonne-moi s'il te plaît. On peut parler ?» Je lisais, mais je ne répondais pas. Pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Je ne sais pas. Il a été un complice silencieux. Il ne m'a pas défendu quand il aurait dû me défendre. Et ça fait mal différemment. C'est une blessure qui met plus de temps à cicatriser, mais je ne lui souhaitais pas de mal non plus. Juste de la distance, du temps, du silence. Philippe n'a jamais essayé de m'appeler. Pas un coup de fil, pas un message, rien. Son orgueil était plus grand que son repentir. Ou peut-être qu'il ne se repentait pas. Je ne sais pas, et ça ne m'importe plus. J'ai appris par Maxime qu'il avait finalement vendu la maison, qu'il avait déménagé seul dans un petit appartement à Villeurbanne, que Nathalie et lui ne se parlaient plus, qu'il était en colère contre le monde entier, mais moi, je ne ressentais plus rien pour lui. C'était un étranger. Luc Beaumont m'a appelé 2 mois après. « Monsieur Marcel, vous vous souvenez de moi ?» Bien sûr que je me souvenais. Son fils, Emmanuel, était arrivé à l'hôpital en arrêt cardiaque en 2005. Je lui avais fait un massage pendant 10 minutes. Je l'avais sauvé. Je veux vous inviter à quelque chose. Il m'a emmené aux hospices civils. Il y avait un nouveau programme, des conférences pour les personnes âgées sur les droits, sur comment ne pas se taire face à la maltraitance. Il m'a demandé de raconter mon histoire. J'ai donné ma première conférence en septembre. 20 personnes. Des petits vieux, certains avec de la famille, d'autres seuls. J'ai tout raconté. La publication, l'humiliation, le combat, le retour de ma dignité. Beaucoup ont pleuré, certains m'ont serré dans leurs bras. Merci d'avoir parlé. Moi aussi j'ai vécu quelque chose de semblable.
Je ne savais pas que je pouvais me défendre. Et là, j'ai compris. Ça n'avait pas été que pour moi, c'était pour eux tous, pour les invisibles, pour les jetables. Maintenant, je donne des conférences. Tous les 15 jours. On me paie un petit quelque chose. Pas beaucoup. Mais je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que j'ai trouvé un but. Parce que ma vie, après tant d'obscurité, a de nouveau de la lumière. Aider les autres à ne pas rester silencieux, à savoir qu'ils ont des droits, qu'ils ont de la valeur, que l'âge n'enlève la dignité de personne. Et quand je finis chaque conférence et que je vois ces visages reconnaissants, je sens que Madeleine me regarde de quelque part et qu'elle sourit. Et j'ai compris que la famille, ce n'est pas le sang, c'est qui te regarde comme une personne, pas comme un fardeau. La famille, c'est Monique qui apporte des petits gâteaux. C'est Maxime qui m'appelle tous les dimanches. C'est André et Bernard qui ont monté ce plan avec moi comme si on était des gamins. C'est Luc Beaumont qui m'a invité à donner des conférences. C'est cette dame de l'hôpital qui, après mon histoire, m'a serré dans ses bras en pleurant et m'a dit « Merci d'exister ». Ça, c'est la famille. L'autre, c'était juste un nom, juste du sang. Et le sang, j'ai appris à la dure, ne garantit rien. Et si tu te demandes ce que j'aurais fait différemment? La vérité, c'est que rien, parce que j'ai récupéré quelque chose que j'avais perdu, ma dignité. J'ai appris que peu importe l'âge que tu as, peu importe si tu es seul ou accompagné, n'accepte jamais qu'on te fasse te sentir invisible. Ne reste jamais silencieux quand on t'humilie, parce que ta vie vaut quelque chose. Ton histoire vaut quelque chose, tu vaux quelque chose. Et toi, tu as déjà dû choisir entre te taire ou te faire respecter. Est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que tu ne valais rien? Raconte-moi dans les commentaires, je veux te lire. Je veux savoir que je ne suis pas seul là-dedans. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait ressentir quelque chose, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Chaque jour, il y a une histoire de gens qui ont refusé d'être invisibles, qui ont choisi la dignité plutôt que le silence, qui se sont battus quand tout le monde leur disait d'abandonner. Merci d'avoir écouté jusqu'ici du fond du cœur. On se retrouve dans la prochaine histoire.